少女はお茶会に遅れないよ。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。街を歩く僕らの声、権力を砕く風が吹く。偽りの旗を燃やし尽くせ。自由は僕らの手の中にある。支配者たちよ、聞こえるか。僕らの怒りの歌声が。国境も旗もいらない。僕らが作る新しい世界。工場の壁に書いた夢、抑圧の鎖断ち切る時、この街に響く革命の叫び、全ての人に自由な光を。支配者たちよ、聞こえるか。僕らの怒りの歌声が。国境も旗もいらない。僕らが作る新しい世界。金で縛られたこの国を解放するのは僕ら自身。国家の法律も壊してしまえ。僕らが生きる場所を取り戻せ。支配者たちよ、聞こえるか。僕らの怒りの歌声が。国境も旗もいらない。僕らが作る新しい世界。Parmi les nombreuses composantes de la JRA, on trouve bien sûr de grandes organisations comme la United Red Army et d'autres petits groupes plus confidentiels, mais aussi l'un des courants les plus étonnants que la gauche radicale nippone ait pu enfanter, le Hanichi Bokokuran, ou mouvement anti-japoniste dont le simple nom suffit à évoquer toute la complexité. Le mouvement anti-japoniste est une composante unique des courants de la nouvelle gauche japonaise qui s'est développée dans les années 60 et 70. Ce mouvement se distingue par sa critique radicale de la nation japonaise, de son histoire et de ses structures politiques et économiques. Un de ses porte-paroles les plus notables est Kurosawa Yoshimasa, un intellectuel de gauche qui a contribué à articuler les fondements théoriques de ce sous-mouvement marginal mais très instructif. Dans les années 50 et 60, le Japon sortait d'une période de reconstruction après les destructions fatales de la Seconde Guerre mondiale. Cette période fut également marquée par une forte influence des États-Unis dans le cadre de l'alliance bilatérale qui se matérialisa avec la signature du traité de sécurité nippo-américain en 1951 et son renouvellement en 1960. Ce traité, qui accordait des terres et des bases militaires américaines sur le sol japonais, cristallisa la colère des mouvements de gauche anti-impérialistes autant que des ultranationalistes. La nouvelle gauche japonaise naîtra en partie en réaction à l'inaction du Parti communiste japonais jugé trop modéré et institutionnalisé. Alors que le PCJ, donc le Parti communiste japonais, adhérait à une ligne pro-soviétique et privilégiait une approche réformiste, la nouvelle gauche prôna une rupture radicale avec les structures existantes et se divisa en plusieurs factions révolutionnaires, prêtes à utiliser des moyens violents, voire très violents, pour atteindre leurs objectifs. Le mouvement anti-japoniste émergea au sein de cette nouvelle gauche avec une position encore plus radicale. Il ne s'agissait plus seulement de s'opposer au système politique en place ou à l'impérialisme américain,
mais de remettre en cause la légitimité même de la nation japonaise et de son histoire. Les militants anti-japonistes voyaient dans le nationalisme japonais et dans l'essence même de son peuple une source de fascisme latent, responsable non seulement des atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en Chine et en Corée, mais aussi de la continuité des inégalités économiques et sociales dont le Japon d'après-guerre. Pour ces militants, le Japon impérialiste et post-impérial restait fondamentalement un État oppressif qui perpétuait une violence structurelle contre ses citoyens et ses voisins. Kurosawa Yoshimasa fut l'un des intellectuels clés de ce mouvement. Influencé par le marxisme et la pensée postcoloniale, Kurosawa rejeta toute idée de patriotisme japonais qu'il considérait comme un piège idéologique, servant à renforcer les structures de domination capitaliste et impérialiste. Kurosawa et ses compagnons de lutte affirmaient que le Japon, loin d'être une victime de la guerre, en raison bien sûr des bombardements atomiques, était en réalité l'agresseur universel et intemporel responsable de crimes massifs à travers l'Asie. Cette culpabilité ne s'arrêta pas en 1945 avec la défaite militaire. Selon les anti-japonistes, les élites politiques et économiques qui dominaient le pays depuis lors avaient continué à bénéficier des fruits de l'impérialisme et à opprimer tant les classes populaires japonaises que les autres peuples d'Asie, notamment en Corée et à Okinawa, où les bases militaires américaines restaient un symbole de domination coloniale. Le mouvement anti-japoniste, dans son essence, défend plusieurs thèses radicales que voici. Premièrement, rejet de l'État-nation japonais. La nation japonaise, selon les anti-japonistes, est une construction artificielle, fondée sur l'oppression, la guerre et le colonialisme. Le mouvement prône donc le démantèlement de l'État japonais sous sa forme actuelle pour la création d'une terre rendue aux Premières Nations et sans loi, si ce n'est les lois naturelles et originelles des conseils tribaux. Un mélange de lois tribales et d'anarchie. Ce projet passe bien sûr par l'arrestation et l'exécution en place publique de la famille impériale et de tous les aristocrates japonais dits Yamato pour en détruire la lignée. Deuxièmement, la critique de l'impérialisme. L'anti-japonisme analyse le passé impérial du Japon non comme un accident de l'histoire, mais comme une logique profondément enracinée dans la modernité japonaise. Cela inclut une critique sévère des politiques économiques néocoloniales que le Japon aurait poursuivies après la guerre, notamment à travers son rôle dans les institutions financières internationales et ses relations économiques avec le reste de l'Asie. Troisièmement, la solidarité avec les peuples colonisés. Les anti-japonistes revendiquent une solidarité active avec les populations qui ont été colonisées par le Japon, notamment les Coréens, les Chinois et les habitants d'Okinawa et de Hokkaido. Pour eux, la libération du Japon passera obligatoirement par la reconnaissance et la réparation des crimes passés et présents, y compris la destruction des monuments nationaux glorifiant l'histoire impérialiste et de grands procès publics des entreprises japonaises considérées comme les financiers de ces génocides. Et enfin, quatrièmement, un anticapitalisme radical. L'État japonais est perçu comme intrinsèquement lié au capitalisme mondial, et la lutte contre le Japon devient une lutte contre l'ordre capitaliste global. Le mouvement prône un internationalisme radical qui dépasse les frontières nationales et la création d'une terre universelle sans frontières ni loi, ni banque. Certaines factions de la nouvelle gauche qui embrassèrent l'anti-japonisme s'engagèrent dans des actions militantes extrêmes. Les actions armées, telles que celles menées par des groupes comme l'armée rouge japonaise, la JRA, sont souvent justifiées par la nécessité de lutter contre l'État impérialiste et capitaliste. L'anti-japonisme, dans ce contexte, se traduisit par des attaques contre des symboles de l'État japonais et de l'impérialisme américain. Ces actions violentes, bien qu'elles aient parfois suscité l'attention des médias internationaux, ont aussi contribué à l'isolement de ces factions de la population japonaise, souvent plus préoccupées par la reconstruction économique et le bien-être matériel que par les luttes idéologiques de l'extrême gauche. La doctrine de Kurosawa, également membre du front armé anti-japonais d'Asie de l'Est, est assez complexe. Il conviendra, avant de parler des exactions commises par son groupe,
de revenir dessus en détail. Dans sa théorie de l'antijaponisme, Kurosawa pose l'idée d'un Japon ancestral peuplé de tribus d'agriculteurs pacifistes, dont les Ryukyuan et les Ainu, attaqués, massacrés et asservis par une nation de cavaliers guerriers ultra-violents venus de Mongolie et des steppes, les Yamato, ancêtres de la famille impériale actuelle et des aristocrates japonais. Les habitants originels furent mis en esclavage et détruits, et ceux que l'on appelle aujourd'hui les Wurakumin sont les descendants de ces résistants et sont devenus des intouchables. Dans son manifeste, Kurosawa prône une solution finale, pour lutter contre tout cela, à savoir l'annihilation totale du Japon et le génocide total de ce qu'il qualifie de race japonaise, c'est-à-dire tous les habitants non issus des tribus originelles. C'est en cela que les théories de Kurosawa diffèrent souvent de celles plus marxistes de la JIRA. Ces influences idéologiques transmises par des parents professeurs et issus de la vieille aristocratie japonaise, mais est-ce vraiment étonnant, lui viennent des écrits de Ota Ryu, un penseur et philosophe japonais trotskiste qui créera la Ligue communiste révolutionnaire japonaise, prendra fait et cause pour les Ainu, se reconvertira dans l'écologie politique, avant de devenir la tête pensante de l'ultranationalisme anti-occidental et violemment antisémite, bouclant comme ça le tour des idéologies radicales. Mais là où Ota et Umeochi Tsuneo faisaient remonter le péché originel de l'impérialisme japonais à l'ère Meiji, Kurosawa le voyait dans la fondation même de l'empire criminel et préconisait son extermination plutôt que sa conversion au marxisme. Dans cette position, les soi-disant japonais doivent être pleinement conscients qu'ils appartiennent à une race oppressive et criminelle et doivent se renier et faire pénitence pour ceux capables d'être sauvés. Pour les autres, seule la mort peut être envisagée. Je le cite. « Le Japon est un pays inhumain et contre-révolutionnaire qui a commis les crimes les plus atroces de la planète qui ne peuvent être expiés. C'est une nation laide et honteuse qui doit mourir dans le sang. » Pour lui, ce n'est qu'en acceptant pleinement la théorie anti-japonaise de l'exil et en devenant un combattant dans la lutte contre l'infâme pays que l'on se libère du péché originel de sa propre race. Dans le manifeste du Parti communiste, Karl Marx écrivait que les travailleurs n'avaient pas de patrie et qu'ils devaient tous s'unir pour créer un nouvel homme et une nouvelle humanité communiste qui abolirait les nations. Umeochi, Ota et Kurosawa, eux, s'en éloignent, je cite ce dernier, « Abandonnons Marx maintenant, lorsque nous menons la lutte anti-japonaise, nous ne devons pas être liés par les concepts du communisme car nous considérons également le prolétariat japonais comme un ennemi. » Pour développer son idée, il se réfère aussi à Lénine à travers ses textes, dont l'impérialisme comme le stade le plus élevé du capitalisme, dans lequel il affirme que les États capitalistes hautement développés finissent par devenir des empires ayant toujours une tendance à l'agression étrangère. Par conséquent, l'agressivité du Japon était pour Ota un effet secondaire de la transition réussie de la société féodale en une société capitaliste et qu'il suffisait de renverser l'empire et d'établir une république populaire du Japon pour inverser le processus. Pour Kurosawa, le poison mortel du peuple japonais ne vient pas de l'empire mais de son essence même. Pour parvenir à une solution finale du peuple japonais et du problème japonais par là même, il propose donc d'éliminer complètement la lignée dite japonaise de la terre, les Yamato donc, et de faire en sorte que toute forme de renaissance d'un endroit portant le nom de Japon soit impossible. Pour ce faire, Kurosawa et ses amis, dont Daidoji Masashi, commettront une série d'attentats anti-japonais de 1971 à 1975. 8月30日、東京のビジネス街丸の内の昼下がり、三菱重工業本社前で爆発が起こった。Le premier eut lieu le 12 décembre. Ce jour-là, 7 bombes explosèrent dans différentes parties du Japon visant plusieurs monuments symboliques.
L'une des cibles les plus marquantes fut le temple Kohakannon situé à Atami, une ville côtière au sud-ouest de Tokyo connue pour ses sources thermales et ses temples. Ce sanctuaire avait été construit pendant la guerre sino-japonaise de 1937 à 1945 comme un symbole de la paix et de la réconciliation, mais pour les militants du front armé anti-japonais d'Asie de l'Est, il représentait l'hypocrisie du Japon impérial dans ses tentatives de justification de ses actions passées. Le Kohakannon est dédié à la déesse bouddhiste Kannon, souvent associée à la miséricorde et à la compassion. Il avait été érigé par le gouvernement japonais en 1940 pour promouvoir la cause panasiatique du Japon qui cherchait à justifier ses actions militaires en Chine et dans le Pacifique sous l'idéologie de la coprospérité asiatique. Cependant, cette idéologie avait servi de prétexte à l'expansionnisme militaire et à la colonisation, ce qui en faisait une cible pour les militants. Les membres du front étaient profondément convaincus que les monuments et institutions qui glorifiaient le passé impérialiste du Japon devaient être détruits pour éveiller la conscience nationale. Ils dénonçaient ce qu'ils percevaient comme un déni persistant du passé, notamment des atrocités commises en Corée, en Chine et en Asie du Sud-Est. Les attentats firent 2 blessés graves et 5 blessés légers, mais marquèrent l'opinion publique. Le 4 avril 1972, le temple Sojiji, l'un des 2 principaux temples de l'école Soto du bouddhisme zen au Japon, fut la cible d'un attentat à la bombe perpétré par le front armé anti-japonais d'Asie de l'Est. Là encore, le groupe radical cherchait à dénoncer l'impérialisme japonais et son passé militariste. Pour eux, le temple Sojiji, situé à Yokohama, était un symbole de l'institutionnalisme religieux et de l'hypocrisie historique, car il avait des liens avec l'élite politique et militaire japonaise. L'explosion, bien qu'elle n'ait pas fait de victimes, les moines étant à l'office et avaient quitté la salle où la bombe était cachée plus tôt que prévu, visait à frapper un lieu sacré représentant l'ordre traditionnel. Le 23 octobre 1972, le front armé anti-japonais d'Asie de l'Est frappa le parc Tokiwa situé à Ube, dans la préfecture de Yamaguchi, d'un double attentat à la bombe. Les bombes artisanales explosèrent près de 2 monuments commémoratifs du parc, notamment un dédié à des figures influentes liées à l'expansionnisme japonais. Pour les militants du front, ces monuments glorifiaient une histoire qu'ils considéraient comme oppressive, notamment à l'égard des pays asiatiques colonisés par le Japon. Bien que les attentats n'aient pas fait de victimes, ils permirent de provoquer une prise de conscience nationale concernant le déni des crimes de guerre du Japon, mais ça aurait pu se faire bien autrement. Ces actions visaient à ébranler l'ordre établi et à dénoncer ce qu'ils percevaient comme l'hypocrisie du gouvernement japonais face à son passé impérialiste. En mars 1974, le groupe tenta un coup d'éclat en planifiant la destruction du Rainbow Bridge entre Tokyo et Odaiba pour marquer leur haine envers les symboles de la technologie japonaise qu'ils jugeaient arrogante et impérialiste. D'autres bombes étaient prévues à la tour de Tokyo et à Shinjuku. Fort heureusement, la bombe de faible puissance n'affectera pas les structures du pont et elle ne fera que brûler de la peinture. Le manifeste envoyé par le front à la presse jettera à nouveau un coup de projecteur sur l'organisation déjà classée terroriste par la Sûreté nationale. L'action suivante, elle, malheureusement, n'échouera pas. Le 30 août 1974, le front armé mit à exécution son projet d'attentat à la bombe contre le siège de la société Mitsubishi Heavy Industries à Tokyo, l'un des conglomérats industriels les plus puissants du Japon, étroitement lié au secteur de la défense et à l'industrie militaire du pays. L'explosion qui se produisit aux abords de l'immeuble Mitsubishi situé dans le quartier d'Otemachi fit 8 morts et 376 blessés, dont plusieurs gravement qui restèrent handicapés à vie. La bombe, dissimulée dans une camionnette garée près du bâtiment, visait directement l'entreprise, considérée par les membres du front comme un symbole du militarisme et du capitalisme triomphant japonais, donc cible prioritaire. Mitsubishi avait joué un rôle clé dans la production d'armement pendant la Seconde Guerre mondiale et restait un acteur central dans les infrastructures militaires modernes du Japon.
Aux yeux des militants du front, attaquer cette société revenait à s'en prendre aux racines du pouvoir impérialiste et capitaliste japonais. À cause d'une bombe beaucoup plus puissante fabriquée par des amis de Kurosawa, formés au Liban et en Palestine, l'attentat causa des destructions considérables, brisant les fenêtres des immeubles alentours et projetant des débris sur plusieurs centaines de mètres. L'onde de choc de l'explosion toucha un grand nombre de passants et d'employés se trouvant dans les environs, ce qui expliqua le lourd bilan humain. Cet attentat marqua un tournant dans les actions violentes du front armé anti-japonais d'Asie de l'Est et accentuera la répression policière contre les groupes d'extrême gauche au Japon qui, pour la plupart, passaient déjà à l'action. Le 14 octobre 1974, profitant de la stupéfaction causée par leur dernière action, le front repassa à l'action avec un attentat à la bombe contre le siège de la société Mitsui & Co à Tokyo, faisant 17 blessés dont 8 graves. La cible, Mitsui & Co, est l'une des plus grandes sociétés commerciales du Japon et avait été un acteur majeur de l'économie du pays pendant la période impérialiste, notamment en fournissant des ressources et des produits essentiels à l'effort de guerre du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle fut aussi au centre du commerce de l'opium entre la Chine, le Japon et le reste du monde, et avait dû rendre des comptes en 1945. En ciblant Mitsui, le front cherchait à dénoncer le rôle historique de la compagnie dans l'exploitation coloniale et dans les conflits militaires japonais, ainsi que son rôle toujours prégnant dans l'économie capitaliste mondiale. L'attentat du 14 octobre se produisit en pleine journée de travail lorsque les bureaux étaient pleins. Une bombe d'une puissance légèrement moindre que la précédente avait été placée près de l'entrée principale du siège de Mitsui, situé dans le quartier central de Marunouchi à Tokyo. L'explosion endommagea gravement les structures environnantes, brisant des fenêtres et projetant des éclats de verre et des débris sur des employés et des passants à proximité. Les 17 personnes blessées souffrirent principalement de coupures et de contusions dues aux éclats, mais 8 d'entre eux gardèrent des séquelles surdité permanentes, œil perdu et moelle épinière sectionnée pour le plus grave. Bien que l'attaque ne fasse aucun mort, elle provoqua une onde de choc au sein de la population, renforçant la perception de la menace posée par les groupes radicaux d'extrême gauche. Le front armé anti-japonais revendiqua rapidement l'attentat, affirmant que cette action visait à frapper une entreprise responsable, selon eux, de l'exploitation des peuples asiatiques et des crimes de guerre du Japon. Cet attentat, survenant seulement quelques mois après l'attaque contre Mitsubishi, montra cette escalade dans la campagne de terreur menée par le front, visant à saper les fondements du capitalisme japonais et s'en prenant aux entreprises historiquement liées à l'expansion impérialiste. En réponse à cette nouvelle attaque, la police japonaise intensifia la répression contre les membres du front et d'autres groupes d'extrême gauche, renforçant la surveillance, les arrestations et les mesures de sécurité autour des grandes entreprises. Le 5 novembre 1974, ce fut un attentat à la bombe contre un centre de recherche appartenant au groupe Teijin, un important conglomérat japonais spécialisé dans les fibres textiles et la chimie, situé à Tokyo, que commit le groupe terroriste. Teijin, comme de nombreuses autres grandes entreprises japonaises, avait des liens historiques avec l'expansion industrielle et militaire du Japon pendant la première moitié du XXe siècle. Bien que l'entreprise fût à l'époque principalement axée sur l'innovation technologique, le front percevait ses activités dans les secteurs textiles et chimiques comme un prolongement de l'héritage impérialiste, alimentant une économie capitaliste qu'il cherchait à détruire. La bombe, du même type que celle de l'attaque précédente, placée à proximité des installations du centre, provoqua des dégâts matériels considérables, endommageant les équipements et perturbant les recherches en cours. Toutefois, l'attaque ne fit aucune victime, juste quelques blessés légers. Le front armé revendiqua très rapidement l'attentat, justifiant cette attaque comme une nouvelle étape dans leur campagne contre les grandes entreprises qu'ils accusaient encore de perpétuer l'impérialisme et l'exploitation économique du Japon et à travers l'Asie. Ils dénonçaient également l'implication de certaines de ces entreprises dans la collaboration avec des projets gouvernementaux qu'ils voyaient comme ayant des finalités militaires ou impérialistes.
Le 10 décembre 1974, des membres du groupe ont posé des explosifs du même type que ceux utilisés auparavant dans les locaux de la Taisei Corporation, l'une des plus grandes entreprises de construction du Japon impliquée dans de nombreux projets à l'étranger, notamment en Asie du Sud-Est. Ces projets financés par des entreprises et des agences japonaises étaient perçus une fois de plus par le front comme des symboles de l'expansion économique japonaise et de l'exploitation des ressources des pays asiatiques voisins. Fort heureusement, l'attentat ne fit aucun mort, mais il causa d'importants dégâts matériels et blessa gravement une secrétaire stagiaire de 19 ans qui perdit un bras à cause des projections de l'explosion. Par cet acte terroriste, le groupe cherchait non seulement à dénoncer les injustices perçues à l'échelle régionale, mais aussi à perturber les relations économiques du Japon avec ses partenaires étrangers. Le 23 décembre 1974, le Front armé anti-japonais d'Asie de l'Est a mené un attentat contre le siège de la Kajima Corporation, l'une des plus grandes entreprises de construction du Japon, à Tokyo même. La Kajima était une cible de choix pour le front en raison de ses vastes projets de construction tant au Japon qu'à l'étranger, particulièrement en Asie du Sud-Est dans d'anciennes colonies. Le groupe considérait que ces projets symbolisaient l'exploitation économique des pays asiatiques par le Japon qu'ils accusaient de poursuivre une forme de néocolonialisme sous couvert de développement économique. Le front voyait dans la présence économique japonaise en Asie une continuité des pratiques impérialistes du Japon d'avant-guerre, mais cette fois avec la complicité des USA. Lors de cette attaque terroriste, des explosifs puissants avaient été placés dans le bâtiment du siège de Kajima à Tokyo, causant d'importants dégâts matériels. Heureusement, l'attaque n'a pas fait de victimes humaines sérieuses, mais l'impact psychologique a été considérable tant au sein de l'entreprise que dans l'opinion publique japonaise. Cet attentat, survenant peu après celui contre la Taisei Corporation, a renforcé le sentiment d'instabilité et de peur concernant la montée des groupes révolutionnaires au Japon. Là encore, le front cherchait à dénoncer ce qu'il percevait comme la complicité des grandes entreprises japonaises dans l'exploitation des pays asiatiques et à faire pression sur le gouvernement japonais pour qu'il mette fin à son expansion économique en dehors de ses frontières. Les attentats contre des entreprises comme Kajima étaient également une tentative de galvaniser le soutien pour leur cause révolutionnaire qui visait à renverser l'ordre capitaliste et impérialiste du Japon. Le 28 février 1975, le Front armé a perpétré un triple attentat contre la Hazama Corporation, une importante entreprise de construction japonaise de Tokyo. Ce fut l'une des attaques les plus marquantes de la série d'attentats menés par ce groupe. L'attentat s'est déroulé simultanément sur 3 sites distincts appartenant à la Hazama, preuve du degré d'organisation et de coordination du front. Contrairement aux quelques attentats précédents, cette attaque fit des blessés, 5 personnes ont été touchées par les explosions, dont certaines grièvement. Ces blessés incluaient des employés de l'entreprise ainsi que des civils présents à proximité des lieux des explosions. Un préposé au courrier perdit ses jambes et une secrétaire eut la colonne brisée par le souffle, la paralysant à vie. Les dégâts matériels furent également considérables et une fois de plus, l'événement a profondément choqué l'opinion publique japonaise. La Hazama Corporation, comme d'autres grandes entreprises de construction visées par le front, jouait un rôle clé dans les projets de développement d'infrastructures à l'étranger, notamment en Asie du Sud-Est. Le front entendait encore dénoncer ces projets comme une nouvelle forme de colonialisme économique où le Japon, en partenariat avec des gouvernements locaux, exploitait les ressources et la main-d'œuvre des pays asiatiques pour ses propres bénéfices. En attaquant la Hazama Corporation, le groupe cherchait à frapper un symbole de ce qu'il percevait comme l'exploitation type des nations asiatiques par le Japon. Le triple attentat du 28 février 1975 marqua un tournant dans les activités du front. Alors que les précédentes attaques, comme celle contre la Taisei ou la Kajima, n'avaient pas fait de victimes, cette attaque a accru la violence et la portée de leurs actions. Elle a également accentué la pression sur les autorités japonaises qui ont intensifié leurs efforts pour démanteler ce groupe radical et neutraliser la menace qu'il représentait. Déjà,
des brigades antiterroristes infiltraient des agents dans les rangs des groupes radicaux et une vaste opération de renseignement débuta. Le 19 avril 1975, ce fut un centre de recherche qui fut frappé par les bombes du front. Le centre de recherche visé était une institution dédiée à l'étude des relations économiques entre le Japon et la Corée du Sud, symbolisant la collaboration croissante entre ces deux nations dans les années 70. Le front armé, farouchement opposé à cette coopération, considérait que le Japon exerçait une domination économique sur la Corée dans la continuité de l'occupation coloniale japonaise de la péninsule coréenne de 1910 à 1945. Pour le groupe, les relations économiques entre les deux pays étaient perçues comme une manière de perpétuer l'exploitation coréenne par des moyens capitalistes et néocoloniaux avec la complicité des USA. L'attentat du 19 avril a causé d'importants dégâts matériels au centre de recherche sans qu'aucune victime humaine soit à déplorer. Cependant, l'attaque a ravivé les tensions entre les deux pays qui cherchaient à renforcer leurs liens économiques après des décennies de relations tendues. Pour le front, cette attaque visait à dénoncer non seulement le Japon mais également le gouvernement sud-coréen qui l'accusait de collaborer avec le Japon dans l'exploitation de l'Asie, en particulier dans le contexte de la guerre froide où les USA soutenaient les régimes conservateurs dans les deux pays. Cet attentat marquait un nouveau front dans la lutte du groupe qui élargissait ses cibles au-delà des entreprises japonaises pour inclure des institutions perçues comme des soutiens du néocolonialisme. En frappant un centre de recherche économique, le front armé anti-japonais d'Asie de l'Est montrait qu'il s'opposait non seulement aux grandes entreprises et à l'État japonais, mais aussi aux intellectuels et experts qu'il voyait comme complices dans la domination économique japonaise en Asie. Le 28 avril 1975, le front perpétrait un attentat contre une usine de la société Keisei située dans la grande banlieue de Tokyo. Cette attaque fit un blessé grave et plusieurs blessés légers parmi les ouvriers de l'usine. L'usine de Keisei, une entreprise liée aux infrastructures de transport et aux industries lourdes, représentait un symbole de l'économie japonaise florissante des années 70 qui s'étendait au-delà des frontières nationales grâce à l'exportation de technologies et de capital. Pour le front armé, ces entreprises incarnaient la continuité d'une politique néocoloniale insupportable où le Japon utilisait son pouvoir industriel pour dominer économiquement les pays voisins, particulièrement bien sûr en Asie du Sud-Est. Le 28 avril, des explosifs puissants fabriqués par des membres amis du JRA fraîchement rentrés du Liban ont été placés dans l'usine, causant une forte explosion qui souffla les ouvriers qui y travaillaient à la chaîne. L'attentat a provoqué une onde de choc dans la région, au sens propre et au sens figuré, alors que les actions du front prenaient de plus en plus pour cible des infrastructures essentielles de l'économie japonaise. Les dégâts matériels à l'usine furent considérables et l'interruption des activités a révélé la vulnérabilité des grandes entreprises aux attaques terroristes, malgré les mesures de sécurité accrues prises par le gouvernement à l'époque. Cette attaque faisait partie d'une stratégie plus large du front armé anti-japonais qui cherchait à frapper des cibles symboliques et stratégiques pour fragiliser la confiance du public dans le modèle économique japonais et dénoncer ce qu'il considérait comme une collusion entre l'État et le grand capital. Le choix de l'usine Keisei illustrait également la volonté du groupe de perturber les industries liées aux infrastructures de transport, cruciales pour l'expansion économique du Japon et son réseau de commerce international. Preuve de leur mépris pour la classe ouvrière japonaise et donc de leur divergence avec les mouvements marxistes révolutionnaires, ce nouveau choix de viser des travailleurs de frapper outre le groupe industriel, le prolétariat natif visant donc le peuple dans son essence et non la classe. Le 4 mai 1975, le dernier attentat revendiqué par le groupe frappait à nouveau le groupe Keisei en ciblant les bureaux du groupe Hazama Corp à Edogawabashi. Fort heureusement, il n'y eut que des dégâts matériels et certains membres déjà dans le collimateur de la police furent arrêtés quelques minutes après l'explosion, dans un vaste coup de filet. 5 membres furent mis en examen pour actes terroristes, meurtres, assassinats et complots contre l'État, et 2 d'entre eux, dont Daidoji Masashi, le coordinateur, furent condamnés à mort, les autres écopant de peines de prison à vie.
Daidoji ne sera jamais exécuté et mourra en détention en 2017. Kirishima Satoshi, théoricien et membre actif du groupe, réussira à prendre la fuite et passera sa vie en cavale. Il mourra d'un cancer le 29 janvier 2024 dans un hôpital de Tokyo. Confessant son identité avant de mourir, il était l'un des hommes les plus recherchés du Japon. Ces grands procès de 1975 marquèrent la fin du groupe et de ses alliés, mais aussi de cette idéologie anti-japoniste au profit d'un courant communiste plus légaliste qui commença à quitter la clandestinité pour s'engager dans la vie publique et se présenter à des élections. Aujourd'hui, le mouvement anti-japoniste a largement disparu de la scène politique japonaise, bien que ses idées persistent dans certains cercles intellectuels et artistiques, et dans la mémoire des luttes révolutionnaires des années 60 et 70. Les thèmes qu'il souleva, notamment la responsabilité historique du Japon, le nationalisme et l'impérialisme, continuent de résonner dans les débats sur la politique étrangère et la mémoire historique du Japon. L'anti-japonisme, bien que presque inconnu à l'étranger, a laissé une empreinte durable en tant que critique radicale et impitoyable du Japon moderne, refusant toute concession à l'idée de fierté nationale ou de patriotisme. Dans un contexte où certains partis politiques de pouvoir du Japon contemporain tendent à glorifier certains aspects de son passé impérial, comme en témoigne la révision de certains manuels scolaires ou le controverse autour du sanctuaire de Yasukuni, la pensée de Kurosawa et du mouvement anti-japoniste reste une tentative de contrepoint malheureuse certes, mais qui posa les bases d'une réflexion dans les débats sur l'identité japonaise et son rôle dans le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, fut longtemps le mien. Si mes contenus vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les sorties, likez et commentez pour flatter ce satané algorithme et partager autour de vous. Comme ma chaîne n'est quasiment plus monétisée, vous pouvez m'aider à poursuivre l'aventure en rejoignant l'unité Satsujin, le bouton rejoindre sous la vidéo, en me laissant un super thanks, le cœur sous la vidéo, en rejoignant mon Tipeee ou en m'aidant via PayPal, et un grand merci à ceux qui le font déjà. Votre aide est si précieuse, tous les liens sont en description. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux X, Instagram et Facebook et chaque lundi et jeudi à 20 h sur Twitch pour parler de l'actualité criminelle japonaise et de sujets de société. Allez, je vous laisse, le petit livre sanglant du terrorisme rouge japonais n'a pas fini de couler. Matane.